Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour, bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Bruno Retailleau. Bonjour. Bonjour, Cyril Viguier. Vous êtes sénateur de Vendée, président du groupe Les Républicains au Sénat et tête de liste en Pays de la Loire pour les régionales. Vous serez interrogé aujourd'hui par Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et par Gilles Leclerc de Public Sénat. Bonjour Gilles. Bruno Retailleau, le djihadiste belge-marocain Abdelhamid Abaoud, tué à Saint-Denis le 17 novembre par le RAID, nourrissait le projet de commettre 2 attaques supplémentaires. On a appris par la suite qu'il était retourné sur les lieux du Bataclan. Est-ce que vous comprenez cette inquiétude des gens qui voient partout les choses de ce genre ? Évidemment, parce que en plus, on a affaire à des bêtes sanguinaires. Des bêtes sanguinaires qui ne frappent pas n'importe où. Ils ont frappé au Bataclan, un lieu de culture. Tout comme d'ailleurs c'est la Tunisie qui pour la 3e fois a été attaquée. Je voudrais simplement rappeler que la Tunisie est au Maghreb une démocratie exemplaire et que vous ne trouverez pas un autre pays où la place de la femme soit aussi exigeante. Donc les gens se demandent si eux-mêmes ne seront pas demain menacés quand on apprend chaque jour qu'il y avait dans la raquette d'énormes trous. Avec M. Abaoud qui, dans une vidéo, se moquait de jouer à saute-mouton par-dessus nos frontières, avec un autre terroriste dont on avait retiré le passeport pour quelques semaines ensuite redonner une pièce d'identité. Les gens se disent, mais alors, les frontières sont devenues des passoires. Est-ce qu'on est protégé? Est-ce que demain, on ne peut pas être une victime potentielle? Puisque les gens qui étaient visés ne l'étaient pas pour une raison seulement qu'ils étaient français, c'est tout. Ils étaient français, ils étaient là, ils ont été pris comme cible. Et puis, Gilles Leclerc, il y a eu cette image de François Hollande et de Barack Obama hier à la Maison-Blanche. Oui, l'entretien entre François Hollande et le président Obama. Le président Obama a trouvé les mots, a promis plus de frappes. On n'a pas entendu parler de grandes coalitions, y compris peut-être avec les Russes. Est-ce que vous regrettez ça, manifestement, ça n'en prend pas le chemin. Bien sûr. D'ailleurs, on a substitué au terme de grande coalition une coordination. Ça veut dire, pour l'instant, rien. Et d'ailleurs, vous le regrettez, vous le regrettez, bien ça sûr, bien sûr, je le regrette. Je le regrette pourquoi? Parce que pour moi, la menace, elle est mondiale. Donc la coalition, elle doit être mondiale, internationale. La menace est mondiale puisqu'elle transperce le monde. Du Nigeria, en passant par le Mali, Bamako, en passant par la Tunisie, plus au nord de l'Afrique, et puis jusqu'en Afghanistan et au Pakistan. Menace mondiale, il faut donc une grande coalition, au moment même d'ailleurs où la Turquie abat un Sukhoi, un avion russe. Et comment vous expliquez que cette grande coalition ne puisse pas se faire? Il y a une frilosité des Américains ou... Je pense qu'on est, après l'épisode funeste, je crois, de 2003 et de l'Irak, il y a un repli. Et l'Amérique a toujours oscillé entre un expansionnisme, une sorte d'impérialisme, si j'ose dire, et un isolationnisme. On a aussi un président Obama qui a un profil très particulier de ce point de vue-là, et qui n'ose pas s'aventurer trop à l'extérieur, puisque c'était sa promesse de campagne de se concentrer sur une politique intérieure. Mais on a, et la France a une responsabilité, je crois, depuis longtemps. On a eu une politique minimaliste, avec des frappes extrêmement ponctuelles, qui ne pouvaient prétendre à aucun résultat. Donc résultat minimum, mais risque maximum. Pourquoi? Parce que le peu que l'on envoyait comme bombe nous désignait comme cible. Mais là, il y a aujourd'hui plus de frappes françaises à partir du porte-avions. Elle représente moins de 5% du total des frappes. Donc, est-ce que vous avez des informations au sujet notamment de l'efficacité de ces frappes? Est-ce que la commission ad hoc du Sénat, la commission de la Défense, pourrait demander au gouvernement des informations très fiables sur l'efficacité réelle de ces frappes? Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaiteriez demander? On peut le demander, j'imagine que le gouvernement nous les donnera. Est-ce que l'information sera très 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 fiable? Je ne peux pas le savoir. En tout cas, moi, ce que je crois, c'est qu'il n'y a pas... La guerre est un moyen, la guerre n'est pas une fin. Et on voit bien ces 10 dernières années que les guerres n'ont jamais réglé les problèmes. Moi, je pense qu'il faut, une grande coalition internationale, avec la Russie évidemment, avec l'Iran, avec toutes les puissances régionales. Il faudra une intervention au sol, c'est évident si on veut éradiquer Daesh, mais il faut aussi préparer le jour d'après. Le préparer en Irak, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un Irak fédéral? Comment est-ce qu'on organise les choses entre les chiites, les sunnistes et puis les Kurdes? Et on fait en même temps une prospective
en Syrie. Moi, je pense, et ça a été aussi l'erreur française, cette obsession anti-Bachar. Bien sûr, personne ne croit que Bachar peut représenter l'avenir de la Syrie. Mais c'est pas Bachar qui nous envoie des bombes ou des tueurs en France. C'est Daesh, c'est l'État islamique qu'il faut absolument éradiquer. Et on a trop tardé. Pas seulement la France. La communauté internationale. On a trop tardé. Je suis allé, moi, en Irak quelques jours après Karakosh. J'avais recueilli les témoignages, à l'époque, étaient absolument stupéfiants. Et on a perdu du temps et l'État islamique s'est enraciné, est devenu un proto-État et met à la disposition de ses sanguinaires tout ce que les ressources d'un État peuvent représenter. Véronique Jacquier. Bruno Retailleau, la guerre en France, l'état d'urgence, c'est plus de 1200 interpellations menées, 1200 perquisitions menées, 165 interpellations en 11 jours. Les forces de l'ordre travaillent évidemment extrêmement rapidement. Est-ce que cet état d'urgence, il n'aurait pas fallu l'installer après les attentats de janvier ? Écoutez, est-ce que vous n'avez pas été léger, vous tous les politiques ? Il aurait fallu faire beaucoup de choses après janvier qui n'ont pas été faites. Simplement, moi je veux bien assumer une part de responsabilité. Mais franchement, quand on regarde le discours dit sécuritaire du président de la République au Congrès, et j'y étais, et je l'ai entendu, eh bien, la plupart des mesures, ce sont nous qui les avons proposées. Elles ont toutes été rejetées. Il y a eu hier une commission mixte paritaire, vous savez, 7 députés, 7 sénateurs, sur un texte sur l'immigration. Eh bien, l'angélisme sur ce texte-là, elle a échoué. Tout ce qu'on a proposé pour durcir les conditions d'entrée sur le sol français, pour faire en sorte que la loi soit respectée, qu'il y ait moins d'immigration illégale, ça a été rejeté. Donc on voit bien que cet angélisme... Vous faites le lien entre immigration et les événements récents ? Je fais le lien. Le Premier ministre, d'ailleurs, a fait le lien en premier sur une grande télévision nationale. C'était un soir, lorsqu'il a déclaré, il a reconnu que, malheureusement, au moins 2 des 3 kamikazes avaient profité de la crise des réfugiés pour s'infiltrer. Donc, bien sûr que, en matière de respect des frontières, la crise migratoire, il ne s'agit pas de désigner à la vindicte telle ou telle catégorie, mais le fait même que les frontières soient devenues des passoires est un élément d'insécurité. La frontière qu'on a tellement contestée en France, dans les intellectuels et la gauche, est une protection. C'est la paix. Qu'est-ce qu'a fait Daesh ? Elle a effacé d'ailleurs la frontière entre l'Irak et la Syrie. Schengen, c'est terminé du coup pour vous ? Schengen est mort. Schengen était mort lorsque d'ailleurs le président de la République, avant les attentats, a indiqué que pour protéger les chefs d'État qui viendraient pour la COP 21, eh bien pour les protéger, il fallait donc rétablir les contrôles aux frontières. Schengen est une belle idée, c'est-à-dire une libre circulation interne à l'Europe, mais il y a une seule condition, il faut que les frontières soient gardées. Mais qu'est-ce qu'on met à la place alors ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut Schengen 2. Je ne dis pas que quand je dis Schengen est mort, j'appelle un Schengen refondé entièrement. Relisez hier l'interview d'ailleurs du patron qui est un Français de Frontex pour dire qu'on a négligé Frontex, qui n'ont pas du tout les moyens. Il faut bien sûr leur donner les moyens. Et de même que dans le nouveau Schengen, la Grèce par exemple, on lui dira, écoutez, ou vous respectez la règle, mais si vous ne respectez pas la règle, vous êtes en dehors de Schengen. On ne peut plus s'appuyer sur des maillons faibles parce que le système de libre circulation intérieure suppose que sur toute la frontière, l'épiderme extérieur, tout le monde joue le jeu. Soit on joue le jeu, et on est dans la communauté, soit on ne le joue pas. Solidarité, oui, mais avec la responsabilité. Véronique Jacquier. La lutte contre le terrorisme islamique, sur le front militaire, évidemment, par rapport aux frontières, on vient d'en parler, mais aussi sur notre sol. L'islamisme radical observé chez certains salariés à la RATP ou chez des bagagistes de Roissy. Comment fait-on pour lutter contre ce phénomène ? Là, il y a un vide juridique aussi maintenant, de fait. Il y a de grands vides. Bien sûr, il y a des vides. Je pense que la République s'est montrée beaucoup trop faible. On a toléré des accommodements. Je pense aux horaires des piscines, je pense à ces musulmans intégristes qui ne voulaient pas que leurs femmes voient, par exemple, un gynécologue homme. Je pense que la République doit être forte. D'abord, c'est la condition. Je pense que l'école doit redevenir un creuset d'intégration. Écoutez, quand on pense qu'après janvier, qu'est-ce qu'on nous a proposé comme réforme de l'école ? Dont tout le monde pense aussi qu'il s'agit du vrai creuset républicain. On nous a proposé la réforme du collège, avec une amputation de l'histoire, où on a dit qu'il valait mieux finalement apprendre aux jeunes Français l'islam, en tout cas l'histoire, plutôt que la chrétienté médiévale. Non, mais à propos de l'école, on a proposé après janvier le vide dont vous me parlez, il est en même temps
devenu un vide en termes culturels. Il faut qu'on retrouve, parce que ce qui a été attaqué, ce sont nos valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité. Donc il faut qu'on retrouve cette force morale. Dans une démocratie, on ne combat pas le terrorisme uniquement avec les armes, ni non plus avec un arsenal juridique. On le combat par des valeurs. Alors, quelles valeurs? Est-ce que la lutte L'identité. contre le terrorisme islamique passe par plus de laïcité? Je pense en tout cas qu'on doit exiger en France un certain nombre de conditions qui vont avec les principes républicains. La liberté de croire, de ne pas croire, la liberté de conscience, la liberté de changer de religion, l'égalité entre les hommes et les femmes. Moi, ça me semblerait d'une évidence absolument claire qu'on exige des imams, un certain nombre d'engagements. On a à peu près 200 mosquées qui sont radicalisées. Combien en avons-nous fermé ? Je crois presque aucune. Quand je suis allé voir, il y a quelques mois, le président tunisien, il nous avait indiqué qu'il avait fermé, je crois, 80 mosquées, et les salafistes, et notamment les plus radicales d'entre elles, qu'il avait expulsé ou mis en prison un certain nombre d'imams qui prêchaient vraiment la haine. Une religion ne peut pas être un prêche pour la haine, ça n'est pas possible. Non, mais je crois que tout le monde partage maintenant ce sentiment. Mais restons sur la laïcité, Bruno Retailleau. Que pensez-vous de la suggestion de l'Association des maires de France qui dit pas de crèche dans les mairies à Noël? Alors, que pensez-vous déjà, de cette suggestion? Et deuxièmement, est-ce que plus de laïcité, ça veut dire moins de christianisme? Je vais dire ce que j'en pense, puisque c'est en Vendée, c'est moi qui ai déclenché, puisque la tradition, c'était au sein du conseil départemental, une crèche. Nous avons gagné d'ailleurs auprès de la Cour administrative d'appel, et je pense que dans quelques mois, le Conseil d'État donnera la règle qui sera valable sur tout le territoire français. Eh bien pour moi, la laïcité, ça n'est pas le laïcisme. La laïcité est un principe de paix et de concorde civile. La laïcité est un principe de combat et de conflit contre les religions. Moi, je pense qu'une crèche, d'ailleurs Ouest France, un grand journal quotidien dans l'Ouest, avait fait un sondage, 71% des Français à l'époque sondés voulaient les crèches. Or, vous avez moins de 5% qui vont à la messe, qui sont pratiquants. La crèche est un élément d'identité, un élément de culture. J'entendais ce matin sur une radio les centeniers qui étaient furieux. Donc je dis oui à la laïcité, mais encore une fois d'ailleurs, dans le vide dont nous parlions aussi, c'est peut-être que, et souvent d'ailleurs ils nous traitent de mécréants, ils nous traitent, ces fanatiques. Je pense que ces éléments qui composent notre culture, écoutez, Jean Daniel, qui n'est pas un homme de droite, le Nouvel Obs. Jean Daniel a dit un jour, on ne peut pas comprendre le génie français sans la Révolution française, ni les cathédrales. Les cathédrales, la Révolution française, sont des éléments de notre histoire, de notre civilisation. Et les racines de notre civilisation sont chrétiennes. C'est un fait historique qui est incontestable. La crèche est devenue, dans l'imaginaire des Français, un élément de culture, et par conséquent, parce que sinon, je demande au président de la République d'arrêter de tirer la galette des rois, comme il est de coutume, à l'Élysée. Voilà. Je demanderais aussi volontiers à Anne Hidalgo de ne pas célébrer la rupture de Ramadan à l'hôtel de ville en organisant un grand dîner. Gilles Leclerc. Petite précision politique. À votre place, hier, Xavier Bertrand s'est prononcé pour voter, a-t-il dit, de toute façon, le changement de constitution, j'ai envie de dire presque quel que soit le contenu. Est-ce que c'est votre position ou pas? Sur le principe, il a dit « moi je voterai ». Écoutez, moi je me suis exprimé au moment même du Congrès. J'avais dit, écoutez, la réforme de la Constitution, pourquoi pas, à une condition, c'est que ce soit utile pour les Français. Aujourd'hui, dans les motifs qu'on nous propose, la révision constitutionnelle, pour nous, n'est pas une évidence. Si le gouvernement nous démontre qu'il faut, par exemple, pour la loi sur l'état d'urgence, la constitutionnaliser pour la rendre plus forte, pourquoi pas? De même qu'il peut y avoir d'autres sujets utile à la France en ce moment à inscrire dans la Constitution. Donc vous laissez la porte ouverte en fait là-dessus. Depuis le départ, j'ai indiqué que nous étions ouverts, et la tradition du Sénat, ça n'est pas de dire non a priori, c'est de regarder, de voir, d'étudier et de se prononcer. Bruno Retailleau, comment vous jugez la gestion par François Hollande de tous ces événements depuis le 13 novembre? Est-ce qu'au fond vous lui rendez hommage? Est-ce que vous le jugez tout à fait à la hauteur? Et voilà. Je la juge adaptée à la circonstance, je la juge tardive. Encore une fois, on a perdu 10 mois. Je pense que de nombreuses décisions auraient pu être prises. Simplement dans le dialogue, il a eu recours à cette rhétorique de l'unité nationale, notamment au mois de janvier. Et c'est ce que je lui ai dit lorsque le dimanche qui a succédé aux attentats, il nous a réunis à l'Élysée. Je lui ai dit, Monsieur le Président de la République, l'unité nationale, ça signifie que la majorité doit écouter les propositions
de la minorité. Et malheureusement, les propositions que nous avons faites n'ont pas été entendues. Il a fallu un deuxième attentat pour que la déchéance de la nationalité, les centres de déradicalisation, les frontières, etc., puisque c'est ce qu'il a annoncé, soient enfin entendues et traduites, j'espère, définitivement dans les faits. Le gouvernement a souhaité maintenir la date des élections et je crois que l'opposition était tout à fait favorable. Est-ce que vous-même, puisque vous êtes aussi candidat, est-ce que vous avez l'impression quand même que les Français ne sont pas totalement déconnectés de cette consultation et est-ce qu'ils ont la tête à ça? Et finalement, est-ce que cette élection va pas être un peu compliquée? Alors écoutez, non, ils n'ont pas la tête à ça. Écoutez, déjà, mettre une élection régionale le 6 et le 13 décembre, c'était choisir la plus mauvaise date possible parce qu'on a la tête à autre chose. Maintenant, évidemment, avec les attentats, il y a une dimension nationale qui s'affirme, il faut y faire face. Il faut aussi expliquer que chaque collectivité peut apporter comment dirais-je, sa pierre en termes de sécurité, mais pas seulement en termes de sécurité, en termes de civisme. Comment fait-on, moi, je suis dans une région que j'aime, qui est une des régions où il y a le plus d'associations. Le bénévolat, c'est l'autre mot du civisme. Comment est-ce qu'on peut l'encourager? Comment est-ce qu'on peut retisser, ravauder ce tissu social qui est en train de se fracturer par la culture, par le sport? Et quand je dis bénévolat, par exemple, nous, on veut proposer que les jeunes puissent s'engager un été pour qu'ils puissent, par exemple, on puisse leur financer tout ou partie d'un permis de conduire qui est important pour leur mobilité, pour travailler. C'est ça qu'il faut essayer de construire et il faut l'expliquer aux gens. Merci Bruno Retailleau d'avoir été notre invité aujourd'hui. Nous passons à la séquence d'analyse de l'actualité et de vos propos sur ce plateau ce matin avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Voilà, bonjour. Aujourd'hui, j'accueille Michel Urvois de Ouest France. Bonjour. Michel Urvois et Hubert Coudurier du Télégramme. Bonjour Hubert Coudurier. Il a été très prolixe sur l'aspect laïcité des choses, Bruno Retailleau, sur ce plateau. On comprend bien que la seule réponse policière est impossible, donc il y a une réponse éducative. Il a dit, il y a quelques instants, on a toléré des accommodements, le vide est devenu un vide culturel. Hubert Coudurier. D'abord, il fallait qu'il réagisse avec un peu plus de subtilité que le président des Républicains à l'Assemblée, puisque la séquence la semaine dernière a été désastreuse pour la droite, puisqu'elle n'a pas pris la mesure de la situation. Donc, laïcité, oui, il a pris des exemples concrets d'accommodement, d'identité heureuse, qui ont été trop longtemps tolérés au sein de la société française, et ce sera sans doute un axe offensif dans les prochaines semaines pour la droite, qui n'a quand même pas l'intention de se laisser piéger indéfiniment dans l'unité nationale, même si c'est le jeu et le grand jeu du politique et de l'exécutif aujourd'hui qui en profite largement dans les sondages pour se remettre à flot. Bruno Retailleau a fait référence à un sondage de Ouest France, votre journal, Michel Urvois, indiquant que 71% des sondés voulaient des crèches... vous connaissiez ce sondage, j'imagine, oui, et vous, vous en pensez quoi? Non, mais je pense que, pour compléter le propos d'Hubert, à partir du moment où la droite ne peut pas s'opposer au package de François Hollande sur la sécurité, à partir du moment où elle ne peut pas s'opposer à la tentative de créer un front avec Obama contre Daesh, il est normal qu'il situe son discours essentiellement sur les valeurs. Donc il est normal qu'il ressorte effectivement ce sondage, mais c'est pas une surprise. Je veux dire, je pense que là où ça se fait, là où ça se pratique, ça va pas être remis en cause, cette histoire de crèche. Là où ça ne se pratique pas, vouloir l'imposer, ça pourrait peut-être dans le moment présent être perçu comme un acte militant, voire comme une provocation. Donc il faut faire attention à ne pas jouer avec ces choses-là. Mais sachant d'où il vient, sachant la région où il est en campagne, pour les élections régionales, c'est pas étonnant non plus qu'il insiste sur cette question des valeurs et de la laïcité. Sur l'aspect européen, sur Schengen notamment, il réaffirme cette petite musique qu'on entend maintenant tous les jours. Schengen est mort. Vive Schengen 2, a dit Bruno Retailleau ce matin. Donc ça, on l'avait déjà entendu. Il a simplement souligné que dès lors qu'on suspendait Schengen le temps de la COP21, c'était la preuve par 3 donc que ça marche effectivement de son inexistence. Je pense aussi qu'il est intéressant de souligner qu'il a montré, et ce sera sans doute un angle d'attaque de la droite dans les prochaines semaines, que la France n'avait pas les moyens de
de cette guerre et que donc elle était obligée effectivement sinon de réunir une coalition qui paraît compromise, de jouer un rôle de facilitateur, de coordonnateur, d'autant que les bombardements sont minimums, mais comme il l'a dit, l'exposition est maximum. La France s'est mise en première ligne face à Daesh. Et donc aujourd'hui, on voit que sur le terrain, ce sera les forces locales, les puissances régionales, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, la Turquie, voire même certains éléments d'Al-Qaïda, qui pourront défaire Daesh. Alors il y a une incertitude sur le rôle des États-Unis qui se sont mis en retrait depuis le début de la présidence Obama et qui pourraient revenir sur le terrain. Mais enfin, il a quand même bien souligné à quel point il y avait dans l'attitude de l'exécutif aujourd'hui une forme de fuite en avant. Est-ce qu'il n'y a pas, Michel Urvoas, au fond, une critique d'une certaine Europe qui a vécu? Bien sûr, mais enfin, ce discours sur Schengen, moi, il m'amuse à certains moments parce que avant 95, Schengen n'existait pas. Son application est récente, c'est 95. Il n'y avait pas d'attentat avant 95. Les frontières n'étaient pas poreuses avant 95. Donc dire qu'il y a un problème de Schengen, c'est une évidence. Mais dire que faire un Schengen 2 résoudrait tout, ça n'est pas une réponse suffisante. Dire qu'il y a un problème dans certaines mosquées, c'est une évidence. Dire qu'en fermant les mosquées, on réglerait tout, c'est faux. Les responsables des attentats qu'on vient de connaître à Paris, à ma connaissance, n'ont pas beaucoup fréquenté les mosquées et ils auraient été bien incapables de réciter quelques sourates que ce soit. Donc je pense qu'il y a une politique globale qui n'a pas été menée, dont la responsabilité est partagée depuis un certain nombre d'années, voire de décennies. Et donc dire « Faucon, il n'y a qu'à », ok, il faut faire des choses, mais il ne faut pas non plus les caricaturer et caricaturer les solutions. Alors, oui. C'est un discours qui, à mon avis, ne tiendra pas dans la mesure où, certes, la France connaît le terrorisme depuis une trentaine d'années. Ça a commencé avec les détournements d'avions par l'OLP. Mais on est passé à un terrorisme de masse mondialisé et surtout à une répétition et une fréquence d'attentats de plus en plus grande et un nombre de morts de plus en plus élevé. Donc ce qu'a dit M. Retailleau, c'est quand même que la réponse des socialistes et du gouvernement avait été tardive. Et même si les terroristes ne fréquentent pas les mosquées, il y a une incitation à la haine dans un certain nombre de mosquées qui travaillent un terreau fragile et sans tomber dans la stigmatisation, il est important de remettre, on a eu un exemple à Brest avec l'imam de la mosquée, il est important de remettre un peu les choses sur les rails. Et en réalité, derrière tout ça, il y a une question très importante pour la France, même si elle n'a pas les mêmes moyens que les États-Unis pour mener une guerre antiterroriste, et même si Hollande, quelque part, s'identifie à ce qu'a été l'attitude de George Bush après le 11 septembre, il y a un enjeu patriotique pour la France. Rapidement, Michel Urvoas, en une minute, politique minimaliste, exposition maximum, a dit Bruno Retailleau à propos de nos frappes aériennes. Minimaliste dans la mesure où on est à peu près les seuls en Europe à consacrer des dépenses à la lutte contre le terrorisme. Elle ne sera pas minimaliste le jour où il y aurait une participation de nos partenaires européens, à condition qu'eux aussi en aient les moyens militaires. Ce qui reste à voir. Donc effectivement, du coup, l'exposition, elle est maximale. On va voir effectivement ce que donne le marathon diplomatique de François Hollande cette semaine, qui voit Vladimir Poutine, qui voit Angela Merkel, Matteo Renzi. Pour l'instant, la France est tout de même assez isolée. On va regarder vos unes, celle d'Hubert Coudurier, la une du Télégramme. Donc, on voit cette photo, cette photo de la Maison Blanche. La bataille des alliances. Il y a d'un côté les coalisés occidentaux qui bombardent, le resserrement, comme toujours dans les grandes épreuves, du couple franco-américain. Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec les Russes et qu'est-ce qu'on fait avec les forces sur le terrain, et notamment celles qui s'opposent, notamment l'Arabie Saoudite et l'Iran. Michel Urvoas, la une de Ouest France aujourd'hui. Oui, mais également le Hollande. La Maison Blanche. Voilà, photo des deux présidents. C'est aussi la bataille de l'Alliance. Et puis il y a une autre bataille de l'Alliance, c'est celle pour les régionales. On aurait pu en parler avec Bruno Retailleau, parce que là, enfin avec Bruno Retailleau et dans les Pays de la Loire, parce que là, il y a une question qui est posée à la gauche, en particulier entre les écologistes et les socialistes, autour de Notre-Dame-des-Landes. Merci Michel Urvoas, merci Hubert Coudurier. On se retrouve demain à la même heure et les programmes continuent sur Public Sénat et sur Sud Radio. Merci et à demain.